tous, bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui on parle de Mythic Mischief. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des durées de partie de 45 à 90 minutes à partir de 12 ans. C'est un jeu de Max Anderson, Zach Dixon, ainsi que Austin Harrison. Le jeu est illustré par Amin Farah, ainsi que Al Kazini. Le jeu est édité par 4 studios, WIV Studios. Mythic Mischief est un jeu de stratégie et de déplacement où différentes factions mythiques d'un lycée magique s'affrontent dans la bibliothèque de l'école pour attirer ou éviter l'attention du Tom Keeper. Chaque joueur incarne une faction d'élèves dans le Mythic Manor, dotés de capacités uniques leur permettant de se déplacer sur le plateau, de manipuler les positions des autres factions ou de déplacer le Tom Keeper, ou encore de déplacer les étagères afin de modifier sa trajectoire. Au fil de la partie, les joueurs peuvent améliorer leurs capacités en collectant de puissants tomes disséminés dans la bibliothèque. La victoire revient à l'équipe qui atteint les 10 points de malice en premier, ou celle qui en compte le plus quand le Tom Keeper a terminé de ranger tous les tomes après le déjeuner. Je vous parlerai également de la suite autonome Mythic Mischief 2, où les élèves de Mythic Manor s'affrontent cette fois dans les jardins de l'école, cherchant cette fois à piéger leurs camarades sous la vigilance du Grand Skipper. De nouvelles factions sont au programme qui possèdent également leurs propres capacités. Dans le volume 2, vous trouverez des gargouilles, gnomes, loups-garous ou encore fées, et cette fois ils pourront manipuler les haies. Et comme dans le volume 1, les joueurs peuvent renforcer leurs capacités en récoltant les tomes. Et je vous parlerai également de l'appendice A qui ramène 3 nouvelles factions. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer les règles du jeu. Là, c'est la boîte volume 1. Ensuite, je parlerai de la boîte volume 2, ainsi que de l'appendice A. Je parlerai également des règles solo du jeu. Et en fin de vidéo, je donnerai mon avis. Dans les salles du manoir se trouve une réserve de grimoires. Ces tomes ne sont pas strictement interdits, mais ils sont considérés comme trop précieux ou trop dangereux pour être manipulés sans la supervision d'un professeur. Récemment, certains élèves ont trouvé le moyen de contourner ces restrictions. Alors, un nouveau professeur a été nommé pour veiller sur les grimoires. Les élèves l'appellent sans grande affection le gardien des tomes. Le sérieux avec lequel le gardien exerce ses fonctions a donné naissance à une nouvelle compétition. Qui réussira à se cacher dans la réserve des tomes sans se faire attraper. Le gardien patrouille actuellement dans la bibliothèque de Esgoul et une copie de la liste des tomes rendus est tombée entre les mains des élèves. Ils savent exactement où chaque grimoire doit être replacé et dans quel ordre. Et la seule chose qu'ils peuvent encore changer, c'est le chemin que le gardien empruntera pour les ranger. C'est l'occasion parfaite pour les élèves du manoir de prouver une bonne fois pour toutes qui est le meilleur de la classe. Que les jeux commencent. En Mythic Mischief, vous incarnez une faction d'élèves du manoir mythique, qui rivalise pour faire attraper le plus grand nombre possible d'autres élèves par le gardien des tomes, tout en évitant de se faire prendre soi-même. Chaque faction possède son ensemble unique de capacités spéciales. Vous pouvez vous déplacer sur le plateau bibliothèque, déplacer d'autres factions dans le chemin du gardien des tomes, et même modifier sa trajectoire en déplaçant les étagères de livres. Au fil de la partie, les joueurs peuvent améliorer les capacités de leur faction en collectant de puissants grimoires dispersés dans la bibliothèque. Le vainqueur est la première équipe à atteindre 10 points de malice, ou celle qui possède le plus de points de malice lorsque le gardien des tomes a fini de ranger tous ses grimoires après le déjeuner. Vous pouvez jouer en équipe de 3 ou 4 joueurs, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Pour la mise en place, chaque joueur choisit une faction mythique et place le plateau de faction correspondant devant lui. Prenez les tomes de la couleur correspondante à votre faction et placez-les à côté de votre plateau. Si votre faction possède des composants uniques, comme des jetons ou des étagères de livres, prenez-les également et disposez-les à proximité de votre plateau. Ensuite, ajoutez vos dés d'action aux emplacements de départ. Ils sont marqués par un point. Orientez chaque dé de manière à indiquer le chiffre indiqué au-dessus de son emplacement. Placez un tome dans la case correspondante à votre capacité légendaire. Le plateau de faction comporte plusieurs éléments. Vous avez les dés qui sont utilisés pour effectuer vos mouvements et capacités. Vous avez les capacités, bouger, jeter, ce genre de choses. Des pistes de valeur qui indiquent le nombre de cases ou d'effets que vous pouvez appliquer selon votre niveau. Des capacités légendaires, une compétence spéciale qui peut changer le cours de la partie. Une capacité après le déjeuner est un pouvoir unique activé après la phase demi-partie. Lorsque tous les aimants sont en place, un joueur doit avoir devant lui un plateau faction, ses tomes, ses dés d'action positionnés et orientés, et le cas échéant, ses composants spécifiques. Placez le plateau bibliothèque au centre de la table. Placez le gardien des tomes sur le blason au centre du plateau. Mélangez les cartes avant le déjeuner face visible dans son emplacement. Mélangez et placez une carte après le déjeuner face cachée dans son emplacement. Ajoutez un tome par équipe sur la piste de score. Chaque volume de Mythic Mischief contient une variété de mythiques, de murs, de cartes et de gardiens. Tous ces éléments sont compatibles et interchangeables entre les différents volumes. Libre à vous de mélanger et assortir le contenu pour créer vos propres combinaisons de jeu. Ici, nous avons les cartes avant le déjeuner, before lunch. Vous placez les jetons destination sur le plateau de la bibliothèque, comme indiqué sur la carte avant le déjeuner. Ce sont ces jetons-là, comme indiqué ici. Ensuite, vous placez un tome par équipe sur chaque emplacement de tome du plateau, selon les indications de cette même carte. Chaque équipe lance un dé d'action. L'équipe obtenant le résultat le plus élevé décide qui commence la partie. En cas d'égalité, vous relancez les dés jusqu'à départager les équipes. Chaque joueur, appartenant à l'équipe qui joue en second, reçoit un tome à placer avant le début de la partie. Ensuite, vous allez placer les étagères de livres
et les objets encombrants sur le plateau bibliothèque, en suivant l'une des configurations que vous trouvez dans le livret de règles. Vous avez plusieurs configurations afin de varier les parties. De manière alternative, vous pouvez choisir de déterminer les emplacements de départ des étagères et des jetons encombrement par un système de draft. Cependant, cette méthode n'est pas recommandée pour une première partie. Pour utiliser la mise en place par draft, chaque joueur joue à tour de rôle pour choisir et placer un obstacle sur le plateau de la bibliothèque, en commençant par le deuxième joueur, jusqu'à ce que les quantités suivantes soient entièrement placées. 10 étagères de livres, qui ne peuvent pas être placés sur le bord extérieur de la bibliothèque et ne doivent pas bloquer complètement une section du plateau. 4 jetons encombrement qui peuvent être placés sur n'importe quelle case de la bibliothèque. Maintenant, chaque joueur possède désormais une faction avec tous ses dés d'action placés dans les emplacements correspondant à son plateau. Le plateau de la bibliothèque est installé au centre de la table, avec les jetons encombrement et les étagères de livres. Le gardien de tomes est positionné au centre du plateau et les destinations sont marquées conformément à la carte avant déjeuner. Les tomes ont été placés sur le plateau de la bibliothèque selon les instructions de la même carte. Chaque équipe a placé un tome sur sa capacité légendaire. L'équipe ayant remporté le lancer de dés a décidé quelle équipe commencera la partie. L'équipe qui joue en second a placé un tome supplémentaire sur son plateau faction dans l'emplacement de piste de son choix. Maintenant tout est prêt, vous allez pouvoir commencer à jouer. Le but du jeu est d'atteindre 10 points de malice ou d'avoir le plus de points malice lorsque la carte après le déjeuner est terminée. Parlons un petit peu du gardien des tomes. Ici, les nombres indiquent le chemin que suivra le gardien des tomes. Il se déplacera d'abord vers 1, puis vers 2, et enfin jusqu'à sa destination 3. Ici, la valeur indique le nombre de cases que le gardien parcourt à chaque tour. Pendant son déplacement, le gardien des tomes attrape tout élève se trouvant sur son chemin, tout étudiant attrapé et retiré du plateau de la bibliothèque. Le gardien suivra toujours le chemin le plus court vers sa prochaine destination, c'est-à-dire nécessitant le moins de points de mouvement pour y parvenir. S'il existe plusieurs chemins équivalents, c'est le joueur actif qui choisira le parcours que le gardien empruntera. Les espaces encombrés, donc comme ceci, demandent un point de mouvement supplémentaire pour y entrer. Si le chemin le plus court implique d'entrer dans un espace encombré, mais que le gardien des tomes n'a plus qu'un seul point de mouvement disponible, il s'arrêtera avant d'y entrer. Comment placez-vous vos mythiques sur le plateau? L'équipe 1 place chacun un de ses mythiques sur n'importe quelle case libre de la bibliothèque, à condition qu'elle ne soit pas occupée déjà par un autre mythique, par le gardien des tomes ou par un tome. L'équipe 2 fait ensuite de même en suivant les mêmes règles. Si vous êtes la deuxième équipe, le gardien des tomes se déplacera avant votre premier tour. Placez donc vos mythiques de façon défensive en évitant son chemin. L'équipe 1 commence ensuite la partie. Assurez-vous que l'équipe 2 ait bien placé ses tomes avant de débuter. Si vous ne savez pas où placer votre premier tome, l'aptitude déplacement est un excellent choix pour une première amélioration. Quelques termes clés du jeu. Adjacente. Toute case libre est orthogonalement connectée à celle où se trouve votre mythique. Les étagères et le gardien des tomes bloquent les cases orthogonales. Voisine. Toute case libre est connectée orthogonalement ou diagonalement à celle où se trouve votre mythique. Les étagères multiples et le gardien des tomes peuvent bloquer ces cases dans les deux directions. Les cases uniquement reliées par un coin diagonal ne sont bloquées que par des murs fermant l'angle. Comment se passe donc votre tour de jeu? Chaque tour se déroule en 3 phases. La phase des mythiques, la phase du gardien des tomes, puis la phase de nettoyage. Au début de la phase mythique, vous replacez chacun de vos mythiques capturés sur l'une des entrées secrètes libres indiquées sur la carte avant ou après le déjeuner, selon celle qui est actuellement face visible. Ce sont les endroits avec les cercles comme ceci. Pendant cette phase, vous utilisez différentes actions. Les actions disponibles varient selon la faction mythique que vous avez choisie. Lors de votre tour, si l'un de vos mythiques commence son tour ou entre dans une case contenant un tome, vous le ramassez immédiatement et placez-le à côté de votre plateau faction. Ces tomes seront utilisés pendant votre phase de nettoyage pour améliorer vos capacités ou débloquer une capacité légendaire. Tous les mythiques disposent des types d'actions suivantes. Déplacement, vous dépensez 1 point d'action pour vous déplacer sur une case adjacente. Dépensez 2 points d'action pour entrer dans une case encombrée. Vous pouvez traverser des ennemis ou des alliés, mais vous ne pouvez pas vous arrêter sur leur case, ni effectuer une action depuis leur position. Vous pouvez ramasser un tome sur une case occupée. Vous ne pouvez pas traverser le gardien des tomes, vous ne pouvez pas traverser les étagères. Chaque mythique possède une manière unique de déplacer d'autres alliés ou ennemis sur le plateau de la bibliothèque. Vous ne pouvez pas déplacer un mythique dans la case du gardien des tomes, ni par-dessus ou à travers une étagère, ni sur la case d'un autre mythique. Chaque mythique possède également une capacité spécifique pour déplacer les étagères sur le plateau. Une section de la bibliothèque ne peut jamais être complètement isolée du reste du plateau. Toute action étrangère qui causerait cela n'est pas autorisée. Une étagère ne peut pas être placée sur le bord extérieur du plateau, ni sur une autre étagère existante. De la distraction également. Vous déplacez le gardien des tomes d'une case vers l'un de vos mythiques pour chaque point de distraction dépensé. Déplacez le gardien d'une case par point d'action en ignorant les pénalités de déplacement liées aux espaces encombrés. Si le gardien attrape un mythique ennemi pendant ce déplacement, votre équipe gagne un point. Si le gardien attrape l'un de vos propres mythiques, l'équipe adverse gagne un point. Le gardien prendra toujours le chemin le plus court vers l'un de vos mythiques. Chaque faction dispose d'une capacité légendaire située en bas à gauche de son plateau. Pour l'utiliser, retirez le tome placé dans cet emplacement, puis effectuez l'effet décrit sur votre plateau de faction. Vous pouvez replacer un autre tome collecté
dans cet emplacement pendant votre phase de nettoyage, avant de réutiliser cette capacité plus tard. Chaque faction possède également une capacité spéciale après le déjeuner, située en bas à droite du plateau. Vous pouvez utiliser cette capacité uniquement après que la carte avant le déjeuner ait été complétée par le gardien des tomes et que la phase après le déjeuner ait commencé. Comment se passe le suivi des actions? Mythic Mischief utilise un système combiné de dés et de tomes pour suivre les actions disponibles à chaque tour. Le chiffre sur chaque dé indique le nombre d'actions que vous pouvez effectuer pour le type correspondant. À mesure que vous dépensez vos actions, faites pivoter le dé vers la valeur inférieure, afin d'indiquer le nombre d'actions restantes de ce type. Les dés servent uniquement à suivre les actions disponibles pendant la partie. Les valeurs de déplacement peuvent être additionnées pour indiquer le total de mouvements disponibles. Vous pouvez dépenser vos actions sur n'importe lequel de vos mythiques à tout moment de votre tour. Il n'y a pas d'ordre imposé, ni de limite concernant quel mythique peut effectuer quelle action, tant que vous disposez encore d'actions disponibles. Vous pouvez terminer votre tour à tout moment, mais si vous ne pouvez plus effectuer d'action, votre phase mythique prend automatiquement fin. Ensuite vient la phase du gardien des tomes. Vous déplacez le gardien des tomes le long du chemin le plus court vers sa prochaine destination. S'il existe plusieurs chemins équivalents, c'est le joueur actif qui choisit celui que le gardien empruntera. Le nombre de déplacements du gardien dépend du chiffre indiqué sur la carte avant le déjeuner ou après le déjeuner actuellement face visible. Si le gardien atteint sa troisième destination, et il lui reste encore du mouvement, il utilisera le reste de ses déplacements pour revenir vers le blason central de la bibliothèque. Si le gardien entre sur la case d'un mythique ennemi, le joueur actif gagne un point. Si le gardien entre sur la case de l'un de vos mythiques, l'équipe adverse gagne un point. Tout mythique attrapé est retiré du plateau de la bibliothèque. Vient ensuite la phase de nettoyage. Tous les dés d'action utilisés, partiellement ou totalement, sont déplacés vers le premier emplacement vide à gauche de chaque piste de capacité. Placez les tomes collectés par votre tour sur votre plateau faction. Un tome peut être placé sur n'importe quelle piste pour améliorer une capacité. Placez-le sur l'emplacement libre le plus à gauche de cette piste. Si un dé d'action se trouve déjà sur cet emplacement, déplacez-le d'une case vers la droite. Un tome peut être placé sur la capacité légendaire de votre plateau faction. Lorsque vous utilisez cette capacité, le tome est retiré du jeu. Ensuite vient la phase de booster deux capacités. Pour booster une capacité, déplacez un dé d'action d'une case vers la droite sur sa piste. Si vous boostez la capacité déplacement, vous ne pouvez déplacer qu'un seul dé par boost. Vous pouvez choisir de booster deux fois la même capacité. Cas particulier, dans une partie à 3 joueurs, le joueur seul dans son équipe reçoit 2 boosts et les autres joueurs un seul chacun. Dans une partie à 4 joueurs, chaque joueur reçoit un boost. Une fois les tomes placés et les boosts effectués, remettez tous vos dés d'action sur le chiffre indiqué au-dessus de leur emplacement. Lorsque le gardien des tomes atteint sa troisième destination sur la carte avant le déjeuner, il utilise tout mouvement restant pour retourner vers le blason central du plateau de la bibliothèque. Une fois ce déplacement terminé, la phase après le déjeuner commence. Retirez tous les tomes non collectés du plateau de la bibliothèque. Retournez la carte avant le déjeuner face cachée. Puis retournez la carte après le déjeuner, face visible. C'est-à-dire que celle-là, on l'enlève et on met celle-là. Placez les jetons de destination sur le plateau selon les indications de la carte. Ajoutez les nouveaux tomes sur le plateau, conformément à la carte. Les entrées secrètes peuvent être situées à de nouveaux emplacements. Les capacités spéciales de vos mythiques après le déjeuner sont désormais disponibles. Il est recommandé de ne pas les utiliser lors de la première partie. La partie se termine lorsqu'une des deux conditions suivantes est remplie. Une équipe atteint 10 points de malice. Le gardien des tomes atteint la destination 3 sur la carte après le déjeuner. Après avoir atteint cette troisième destination, le gardien utilisera le reste de son mouvement pour revenir vers le blason central du plateau de la bibliothèque. S'il y a égalité, une fois que le gardien ait terminé la carte après le déjeuner, l'équipe avec le moins de tomes sur son plateau faction remporte la victoire. Si deux équipes ont le même nombre de tomes, la victoire revient à l'équipe dont le tour vient en premier. Vous avez ces aides de jeu qui vous rappellent comment se déroule la partie, qui sont vraiment très bien faites. Il y a des modes de jeu qui existent, car par exemple pour la première partie, il est recommandé d'ignorer la capacité légendaire et la capacité spéciale après le déjeuner. Cela va vous permettre d'apprendre les bases du jeu avant d'aborder les stratégies avancées propres à chaque faction. Vous pouvez jouer en équipe. Pour les joueurs jouer en équipe, quelle que soit la configuration, chaque joueur choisit sa propre faction et la met en place selon les règles normales. Les membres d'une équipe jouent simultanément en coopérant pour faire attraper le plus grand nombre de mythiques adverses. Une fois que tous les membres de l'équipe ont épuisé leurs actions, ou choisi de les conserver pour un prochain tour, la phase du gardien des tomes se déroule normalement. Pendant la phase de nettoyage, chaque joueur ne booste qu'une seule action au lieu de 2. Un seul jeu de tomes coloré est placé sur le plateau pour toute l'équipe. Et c'est le joueur dont le mythique a ramassé le tome qui le place sur son plateau pendant la phase de nettoyage. Vous pouvez jouer à 3 joueurs. Dans ce mode, 2 joueurs forment une équipe contre un joueur seul. Le joueur seul contrôle les 3 mythiques de sa faction. Les 2 joueurs en équipe ne contrôlent chacun que 2 mythiques. En mode 4 joueurs, les joueurs se répartissent en équipes de 2 et 2. Vous pouvez jouer en tournoi. Le jeu vous encourage à porter vos soirées de jeu à un niveau supérieur en organisant vos propres tournois. Si vous possédez plusieurs exemplaires ou plusieurs volumes, il est très facile de faire tourner 2 parties simultanément. Créez un tableau de tournoi, fixez une récompense et laissez les jeux commencer. Vous pouvez jouer en mode Blitz. Le mode Blitz est une version plus intense et rapide. Vous aurez besoin d'un chronomètre, qui n'est pas inclus dans le jeu, pour mesurer la durée des tours. Chaque équipe dispose de 120 secondes pour exécuter son plan. Ensuite, au lieu que les mythiques attrapés reviennent sur le plateau, ils sont définitivement éliminés de la partie.
Les joueurs jouent avec leurs 3 mythiques. La partie se joue soit avec les cartes avant le déjeuner, soit avec les cartes après le déjeuner, mais pas avec les deux. Choisissez avant pour une partie stratégique ou après pour une partie plus chaotique. Lorsque le gardien détermine une destination, piochez une nouvelle carte du même type. Les joueurs ne commencent pas avec un tome placé sur leur capacité légendaire. Un mode 2 joueurs ou 4 joueurs, une fois que l'équipe adverse a terminé sa phase de nettoyage, le chronomètre redémarre et le tour suivant commence. Lorsque le temps est écoulé, le joueur actif ne peut plus effectuer d'action et passe immédiatement aux phases du gardien et de nettoyage. Dans le Blitz à 2 joueurs, ce mode utilise un seul plateau de bibliothèque et se joue de manière très similaire au jeu de base. Les différences principales sont la limite de 2 minutes par tour et la possibilité d'élimination définitive des mythiques. Dans un Blitz à 4, si vous possédez plusieurs exemplaires, vous pouvez jouer en mode Blitz à 4 joueurs, en plaçant 2 plateaux côte à côte. Chaque plateau a son propre gardien des tomes et ses propres cartes destination. Les mythiques et gardiens peuvent se déplacer entre les 2 plateaux. Les 2 gardiens se déplacent après chaque tour d'équipe. Les joueurs d'une même équipe jouent en simultané comme dans le mode 4 joueurs classique. Lorsqu'une carte destination est complétée, piochez-en une nouvelle. Mais ne placez pas de nouveaux tomes. Dès qu'une équipe perd tous ses mythiques, la partie est terminée. Et l'équipe ayant encore des mythiques en jeu remporte la victoire. Si les 2 équipes perdent leur dernier mythique au même moment, l'équipe qui vient de terminer sa phase mythique perd et l'autre remporte la partie. Comme je vous disais, le jeu propose également un mode solo, jour 4 de colle. Tu as presque réussi à t'en sortir. Mais le gardien des tomes t'a surpris, alors que tu essayais de retourner en douce à la bibliothèque la semaine dernière. Ton poignet te fait mal à force d'écrire « Je ne me faufilerai plus dans la bibliothèque » pour la 1200e fois. Soudain, des bruits de pas précipités résonnent dans le couloir. « Reste ici !» ordonne le gardien, ouvrant la porte avant de repartir d'un pas lourd vers la bibliothèque. Tu as déjà plusieurs semaines de colle devant toi, mais quelques jours de plus ne changeront rien. Tu décides de le suivre et découvres le chaos total dans la bibliothèque. Des étudiants sont en train de voler des tomes interdits. Ce n'est pas la simple malice habituelle jusqu'à ce que tu vois à leurs yeux, noir comme la nuit. Quelqu'un a pris le contrôle d'eux. Dans le mode solo, ton but est d'empêcher les étudiants enchantés de voler les tomes, tout en évitant d'être attrapés par le gardien des tomes. Pendant leur tour, les enchantés tenteront de voler un tome, te faire attraper par le gardien ou s'enfuir selon les options disponibles. La bibliothèque dispose aussi de mesures de sécurité supplémentaires que tu devras gérer via ces cartes de détention. Pour gagner, il faut atteindre 10 points de malice, ou terminer la partie avec plus de points de malice que les enchantés. Pour la mise en place, préparez votre plateau de faction et ses composants comme dans une partie classique. Prenez 3 mythiques et tous les tomes d'une autre faction, ce sont les étudiants enchantés. Mettez en place le plateau bibliothèque comme d'habitude, mais ne placez pas de tomes pour les enchantés, à l'exception d'un seul tome de leur couleur sur la piste de score. Mélangez les cartes détention pour former une pioche face cachée. Piochez les 3 premières cartes et placez les faces visibles en ligne à côté du paquet. Choisissez un côté de la carte retour de détention et placez-la à proximité du plateau. Les enchantés placent tous leurs mythiques sur le plateau de bibliothèque en premier, même s'ils jouent en second. Le premier mythique sur la destination 2, le deuxième mythique sur la destination 3, le dernier mythique est placé dans le coin libre le plus éloigné de la destination 1. Et enfin, vous placez vos propres mythiques sur les cases de votre choix. Après que vous, les enchantés, ayez joué un tour, piochez une nouvelle carte détention. Cette nouvelle carte servira à activer l'une des 3 cartes détention face visible. Les icônes situées en haut de la carte indiquent laquelle des 3 cartes face visible sera choisie ce tour-ci. Une fois la carte est terminée, appliquez les effets de la grille de la carte activée dans l'ordre. Défaussez cette carte, faites glisser les cartes restantes vers la gauche pour combler l'espace vide, et révélez une nouvelle carte et placez-la dans le placement libre à droite. Pendant votre tour, gardez à l'esprit quelles zones du plateau sont à risque et quelle carte est la plus susceptible d'être activée. Les cartes détention appliquent leurs effets dans un ordre spécifique. Poussez, si l'un de ces mythiques se trouve sur une carte indiquée, les enchantés vous bousculent dans la direction fléchée. Si votre déplacement est bloqué par une étagère ou un autre mythique, vous ne bougez pas. Frappez sur le fait, trébuchez, tome enchanté, ce sont les différentes actions qui vont se passer. Lorsqu'un enchanté est attrapé et retiré du plateau, il réapparaît dans les bibliothèques selon les indications de sa carte retour, et ce, après toute phase du gardien des tomes. Vous lancez un dé d'action utilisé, l'enchanté revient sur la case verte correspondant au numéro obtenu. Si cette case est occupée, utilisez la case bleue à la place. Si les deux sont occupés, relancez le dé. Vous jouez votre tour comme d'habitude. Phase mythique, vous tentez de placer les enchantés sur les trajectoires du gardien des tomes. Phase du gardien, vous déplacez le gardien comme dans une partie normale. Phase du nettoyage, vous gérez les dés et vos tomes comme d'habitude. Votre objectif reste le même, faire attraper un maximum d'enchantés tout en échappant au gardien. Le gardien des tomes effectue sa phase comme dans une partie normale. Les joueurs enchantés résolvent les actions dans l'ordre de leur position sur le plateau, de bas en haut et de gauche à droite. Leur objectif est d'obtenir un tome enchanté en se déplaçant jusqu'à 3 cases. S'il existe plusieurs possibilités, il ira vers celui le plus bas sur le plateau. En cas d'égalité, vous choisissez. S'il entre sur une case contenant un tome de sa couleur, il s'arrête immédiatement. Il retire le tome du plateau et gagne un point de malice. Si aucun tome n'est apporté, l'enchanté se déplacera jusqu'à 3 cases vers l'un de vos mythiques, puis poussera ce mythique sur une case adjacente plus proche du gardien. Si aucun de vos mythiques n'est à 3 cases, l'enchanté se déplacera jusqu'à 3 cases à l'opposé du gardien des tomes. Lorsque vous révélez une nouvelle carte détention, vous piochez la carte du dessus du paquet détention, vous activez l'une des 3 cartes face visible selon l'icône sur la nouvelle carte. Vous appliquez les effets de la grille de la carte active. Une fois les effets appliqués, c'est à nouveau votre tour. Vous répétez les phases que je viens de vous dire jusqu'à la fin de partie. La partie solo se termine lorsqu'une des conditions suivantes est remplie. Vous ou les enchantés atteignez 10 points de malice. Le gardien des tomes atteint la 3e destination
détention sur la carte après le déjeuner, ou le paquet de cartes détention est épuisé. Dans tous les cas, l'équipe avec le plus de points de malice remporte la partie. En cas d'égalité, la victoire revient aux enchantés. Pour une partie plus facile, vous pouvez commencer avec 2 points de malice et les enchantés 0. Les enchantés, qui ne peuvent pas atteindre un tome, ne se déplacent pas du tout. Chaque enchanté se déplace de 2 cases au lieu de 3. Pour des parties plus difficiles, les tomes enchantés ne sont pas retirés à la phase de avant le déjeuner. Pendant la mise en place, piochez une carte détention et placez les tomes enchantés indiqués sur le plateau, puis remélangez la carte dans le paquet. Chaque enchanté se déplace de 4 cases au lieu de 3 pendant sa phase. Donc ça c'est pour les règles du jeu et du mode solo. Je vais maintenant vous parler des différentes factions que vous trouvez, ça fait le sel du jeu également. Ici nous avons donc les vampires. Ils ont une capacité d'appât. Vous déplacez un allié ou un ennemi d'une case orthogonalement ou diagonalement directement vers vous. Vous pouvez utiliser appât sur des joueurs situés à n'importe quelle distance non obstruée. Vous pouvez attirer un joueur sur une case encombrée. Dissimulation, vous faites pivoter une étagère autour de votre case. Vous ne pouvez pas bloquer complètement une section de bibliothèque. Vous ne pouvez pas placer une étagère sur le bord extérieur du plateau, ni sur une autre étagère déjà présente. Parlons un petit peu de la faction. Tu pensais être cool au lycée? Détrompe-toi, petit mortel. Ce gang est trop ghoul pour l'école. Vêtu de noir, les cheveux gominés au gel et au brillant pour vampire adolescent, ce trio nocturne incarne la batatitude dans toute sa splendeur. Il y a Spike. C'est un vampire de première génération. Ses parents ont décidé de croquer la vie à pleines dents et de l'envoyer dans une bonne école. Froid, charismatique et surtout intelligent, Spike est un vrai génie rebelle et son absence chronique en cours n'y changera rien. Il y a Lockjaw. C'est une bavarde mordante, aussi rapide avec les mots qu'avec les crocs. Certains disent que son aboiement est pire que sa morsure. Mais c'est une vampire, alors aucun des deux n'est recommandable. Avec sa chevelure impeccable et sa veste en cuir couverte d'écussons, on pourrait croire qu'elle erre depuis des millénaires, alors qu'elle vient tout juste de fêter ses 104 ans. Encore 300 ans de crise d'adolescence devant elle. Battrude. Battrude est rêveuse, la tête dans les nuages, les pieds aussi, puisqu'elle peut se transformer en chauve-souris. Son père, le comte, voudrait qu'elle suive ses traces. Mais Battrude préfère se concentrer sur son groupe de musique, espérant décrocher une place pour leur titre original, Thanks for Nothing au bal du lycée. La capacité légendaire des vampires est la suivante. Tous les ennemis adjacents se déplacent de 2 cases dans une même direction. Trans ignore les pénalités de déplacement liées aux espaces encombrés. Les ennemis se déplacent de 2 cases ou s'arrêtent si leur mouvement est bloqué par une étagère, le bord du plateau, un mythique ou le gardien des tomes. Leur capacité spéciale d'après le déjeuner, qui s'appelle Blood, à partir de la phase après le déjeuner, collectez une unité de sang chaque fois que l'un de vos mythiques traverse la case d'un ennemi pendant votre tour. À la fin de votre tour, pour chaque unité de sang dépensée, boostez un dé d'action supplémentaire. Le sang peut être conservé pour les tours suivants. Vous pouvez avoir jusqu'à 4 sangs en réserve. Le sang ne peut pas être utilisé pour activer les capacités légendaires. Ici nous avons les monstres. Bold, Bash et Beast forment une véritable équipe de cauchemar. Une dream team du cri et du frisson. Cette escouade de cadavres sportifs embaume le mélange typique de transpiration, rigor mortis et déodorant en spray. Surveillant des couloirs, prenez garde. Ces monstres n'ont peur de rien et ces 3 terreurs athlétiques meurent d'envie de se dégourdir. Bolt, c'est le capitaine de l'équipe, un vrai dur de la tête, au sens propre. Ce beau gosse, à la cervelle creuse, compte sur son charme et son humour pour s'en sortir. Le seul problème, c'est qu'il est bien meilleur public que compteur. Les plus mauvais jeux de mots le font hurler au point d'en perdre ses points de suture. Il y a Bash. Bash est la cheerleader en chef de la peur. Une compétitrice née, toujours prête à en découdre. Elle a gagné son titre en maîtrisant à la perfection la terrible chute acrobatique. Et personne au lycée ne l'a jamais oublié, même s'ils auraient préféré le contraire. Bash a la tête sur les épaules et 32 points de suture au cou, pour s'assurer qu'elle y reste. Beast est le colosse de l'équipe, à la fois imposant et terrifiant. Mais sous sa carrure intimidante se cache un gentil géant. Il a les yeux de son père, littéralement. Mais étonnamment, il fonctionne encore très bien pour leur âge. Les vêtements hérités peuvent être gênants au lycée, alors vaut mieux éviter d'en parler. Quelles sont leurs capacités? Ils ont le lancer. Ils peuvent déplacer un ennemi ou un allié se trouvant sur une case voisine, vers la case opposée adjacente. Vous pouvez lancer sur une case encombrée, vous ne pouvez pas lancer par-dessus une étagère. Enfoncer, faire pivoter une étagère dans la case adjacente opposée. Vous ne pouvez pas bloquer complètement une section de la bibliothèque, vous ne pouvez pas placer une étagère sur le bord extérieur du plateau, ni sur une autre étagère. Capacité légendaire, qui s'appelle Intimidation. Faites avancer un ennemi adjacent de 2 cases vers le gardien des tomes. L'ennemi n'entre jamais sur la case du gardien. Intimidation, ignore les pénalités de déplacement liées aux espaces encombrés. L'ennemi s'arrête s'il devient adjacent au gardien. La capacité spéciale après le déjeuner, piège. À partir de la phase après le déjeuner, vous pouvez déposer un jeton piège sur un ennemi adjacent une fois par tour. Un ennemi piégé ne peut pas se déplacer pendant un tour. Il peut être déplacé autrement par d'autres actions, mais ne peut pas quitter la case par un mouvement normal. Ici nous avons les zombies. Tu pensais que le gamin de ta classe sentait mauvais? Alors attends de croiser ces carcasses insouciantes. Ces skateurs de l'au-delà dévalent les couloirs comme s'ils étaient chez eux. Mais ce ne sont pas des pros du green tail ou du graffiti. Ces ghouls adorent aussi les mauvais tours. Professeurs et monstres, prenez garde, ces farceurs décomposés sont pourris de talent. Il y a Sleep, c'est le roi du graffiti non sollicité. Ce zombie pré-ado, obsédé par la peinture, a l'esprit aussi fluent que créatif. Sous ses airs de lycéen moyen, il espère que son art révèle son vrai moi. La vie après la mort, mec, c'est plus profond que 6 pieds. Trip. Trip est la colle qui empêche le groupe de littéralement tomber en morceaux, en amitié, comme au sens anatomique. Si elle réussit son examen de conduite des morts, son père lui offrira son vieux corbillard. On peut y caser au moins 4 corps, si tu retires le cercle du coffre. Il y a Tumble. Tumble est un cadavre aussi maladroit qu'attachant. Sa mère lui répète sans cesse de mettre un casque pour faire du skate. Mais un peu de vertige n'a jamais fait de mal à un zomboy en pleine croissance. Et comme si ça suffisait pas, ses parents n'arrêtent pas de lui parler de son corps qui change,
de la moisissure qui pousse là où il avait des cheveux, bref, la joie de la puberté zombie. Ils ont une capacité qui s'appelle le lancer. Il déplace une étagère de l'autre côté de votre case, ou de la case opposée adjacente. Vous ne pouvez pas bloquer complètement une section de la bibliothèque. Vous ne pouvez pas placer une étagère sur le bord extérieur du plateau, ni sur une autre étagère. Capacité légendaire, puantise. Vous faites reculer le gardien des tomes adjacent d'une case directement opposée à vous, orthogonalement ou diagonalement. La capacité ignore les pénalités de déplacement liées aux espaces encombrés. La spéciale après le déjeuner s'appelle décomposition, decay. À partir de la phase après le déjeuner, vous pouvez placer un jeton de décomposition sous l'un de vos zombies une fois par tour. Lorsqu'un ennemi entre sur une case contenant un jeton de décomposition, vous pouvez le déplacer sur une case adjacente libre. Vous pouvez le déplacer sur une case encombrée. Le jeton de décomposition est retiré uniquement lorsqu'il est utilisé. Ici nous avons les sorciers. Au premier coup d'œil, cette bande semble inoffensive. Au second coup d'œil, eh bien, toujours inoffensive. Ne vous y trompez pas, ces voyageurs dimensionnels sont capables de disparaître et réapparaître en un clin d'œil. Comme disent les plus grands sorciers et les plus grands geeks, moins de soleil sur la peau, plus de pouvoir à l'intérieur. Il y a Mervyn le Grand. Mervyn est le président de classe autoproclamée, et ce depuis 3 années consécutives. Si son assiduité parfaite ne t'impressionne pas, son moustache n'y arrivera pas non plus. Quoi qu'il en soit, ce magicien vaniteux maîtrise un grimoire redoutable. Un jour, il se transforme en calculatrice, juste pour pouvoir dire il y a du pouvoir dans les chiffres. Il y a Fretzel. Petite anecdote, Fretzel faisait autrefois équipe avec les sorcières. Mais elle en a eu assez de leur incompétence magique. Et surtout parce que sa sœur Fritzel suppliait leur mère de lui dire d'arrêter de la suivre partout. Son grimoire scintillant ressemble à un dictionnaire magique, tellement il est rempli de mots interminables. Spark, c'est un expert des portails, capable de n'importe où d'un clignement d'œil, même s'il ne sait pas toujours jusqu'où y arriver. Sa mère a commencé à marquer son nom sur ses sous-vêtements, au cas où il se perdra à nouveau. Mais c'est plus gênant qu'utile. Ils ont une capacité de téléportation. Vous échangez la position de votre sorcier avec celle d'un allié ou d'un ennemi adjacent. Vous pouvez utiliser cette téléportation sur une case encombrée. Un déplacement d'étagère. Faites glisser une étagère adjacente d'une case dans la direction de son orientation actuelle. Vous ne pouvez pas bloquer complètement une section de la bibliothèque. Vous ne pouvez pas placer une étagère sur le bord extérieur du plateau, ni sur une autre étagère. Il y a une capacité spéciale, la capacité légendaire s'appelle téléportation. Déplacer un sorcier sur n'importe quelle case libre de la bibliothèque. Vous pouvez téléporter une case encombrée, vous pouvez téléporter sur une case encombrée, vous ne pouvez pas téléporter sur la case d'un autre mythique, ni sur celle du gardien des tomes. À partir de la phase après le déjeuner, vous avez la capacité de portail. Vous pouvez placer un jeton portail sur une case d'un de vos sorciers une fois par tour. Les portails sont considérés comme adjacents entre eux pour le déplacement de vos mythiques et alliés. Si les deux portails sont déjà en jeu au début du tour, vous pouvez déplacer l'un d'eux vers la case sorcier une fois par tour. Vous pouvez effectuer un warp avec un allié ou un ennemi de l'autre côté d'un portail. Donc là on a fait le tour de tout ce que vous proposez cette première boîte. J'espère déjà que ça vous plaît, que vous êtes encore là. On va maintenant passer à la deuxième boîte. Donc là on se retrouve avec le plateau de Mystic Mischief 2, comme je vous disais, on va passer à celui-là. Je vais vous expliquer les très légères différences qu'il y a ainsi que les factions. Vous voyez encore de nouvelles cartes, donc il y a vraiment une variété proposée qui est de très bonne qualité. Blotti au cœur des jardins enchanteurs de Mythic Manor se trouve un labyrinthe végétal fascinant. En dehors de quelques visites de classe encadrée, l'accès à ce jardin de haies est strictement interdit aux étudiants de l'académie. Cette règle est appliquée avec rigueur par le mystérieux jardinier, un personnage aussi silencieux que redouté. Mais comme toujours à Mythic Manor, cette interdiction a donné à une nouvelle compétition parmi les élèves. Qui réussira à se cacher dans le labyrinthe sans se faire attraper? Chaque jour, le jardinier effectue sa ronde dans le Asgul Edge Maze, mais un exemplaire de sa liste de tâches est tombé entre les mains des étudiants. Ils savent désormais exactement où ils comptent aller et dans quel ordre. Le seul élément qu'ils peuvent influencer, le chemin que le jardinier empruntera. C'est l'occasion rêvée pour les élèves de prouver une fois encore qui est le meilleur de la classe. Que les jeux commencent. Vous allez les placer différemment, vous allez placer des haies et des jetons bazar sur le plateau du labyrinthe en suivant l'un des agencements de base qui sont proposés dans le livret de règles. Vous avez la même variante de draft que celle que je vous ai expliquée pour le volume 1. Il y a un changement dans le fait que ça va être du coup un labyrinthe, c'est un petit peu plus complexe je trouve au niveau des placements et des possibilités proposées et ça s'ajoute vraiment au jeu. Jouer avec les deux plateaux c'est vraiment quelque chose de très très bien. Vous voyez donc il y a encore de nouvelles cartes Before Lunch, After Lunch et de nouvelles cartes détention pour le mode solo. Donc il y a une vraie variabilité, les règles de base sont les mêmes à part les quelques petits changements avec les haies, mais si vous savez jouer un, vous savez jouer aux deux. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter les factions. Donc ici nous avons les faits. On le sait tous, le lycée n'est qu'un grand concours de popularité maladroit. Alors pourquoi le prendre au sérieux? Avec un peu de magie féerique, ces petites étincelles farceuses transformeront n'importe quel mou en grand sourire. Assurez-vous simplement qu'elles remettent à l'endroit avant le déjeuner, parce qu'il est beaucoup plus difficile d'avaler avec la bouche à l'envers. Il y a Tipeee. Elle adore le spectacle, un véritable cauchemar pour le professeur, mais une star incontestée dans le rôle principal de Midsummer Fright Scream, la grande production de Mythic Middle. Pas vraiment la comédienne typique, mais elle ferait n'importe quoi pour attirer l'attention. Il y a Twani, qui a 2 pouces et les pires blagues du monde des monstres. Twani est un gouffre de bêtises, un farceur au sens du comique aussi désastreux que contagieux. Ce fait burlesque a appris qu'en humour, la moitié d'une blague, c'est juste dans le timing. Il y a Twinkle, qui est une menace musicale, avec son arsenal de bruits de paix samplés et de rebonds sonores. Elle te fera bouger sur des sons du style Bouidi, Dou, Da, Dou, Dou, Dou,
feeling. Difficile de savoir si elle est sincère ou juste farceuse. Mais dans tous les cas, sa musique te hantera pendant des jours. Reste à déterminer si c'est parce que c'est entraînant ou parce qu'il utilise un peu de magie féerique. La capacité, c'est errance. Déplacer un allié ou un ennemi situé sur une case diagonale vers n'importe quelle case orthogonale adjacente à cette même figurine. Vous pouvez errer sur une case encombrée. Vous ne pouvez pas traverser les haies. Vous pouvez faire des farces. Prenez une haie adjacente à une fée et placez-la adjacente à un ennemi. Vous ne pouvez pas bloquer complètement une section du labyrinthe. Vous ne pouvez pas placer une haie sur le bord extérieur du plateau ni sur une autre haie. La capacité légendaire s'appelle poussière de fée. Vous échangez les positions du jardinier et d'un ennemi. Si le jardinier est échangé sur sa case de destination actuelle, il est immédiatement retiré du plateau. Spécial après la nuit, le cercle des fées. Attachez le cercle des fées à un mythique adjacent. Lors des tours suivants, vous pouvez déplacer ce mythique jusqu'à 2 cases orthogonales. Si ce mythique est attrapé par le jardinier, le cercle des fées est retiré et remis en service. Vous pouvez attacher un cercle des fées à un mythique une fois par tour. Vous ne pouvez pas déplacer un mythique le même tour où vous lui avez attaché le cercle des fées. Ici nous avons les gargouilles. C'est lors d'un étrange incident encore de chimie que tout a commencé. La simple phrase a possédé les statuts de l'école, donnant ainsi naissance à la mythique Manor Debate Team, l'équipe de débat la plus mortellement éloquente du campus. Depuis le haut tour du mythique Manor, ces orateurs de pierre observent le monde, prêts à terrasser quiconque osera s'aventurer dans les salles sacrées du débat. Pour les intéressés, le club s'est réuni à la cafétéria après la 6e période. Si vous venez plus tôt, les tables sont encore remplies après le déjeuner. Parents bénévoles toujours recherchés comme juges. Il y a Mortimer. Mortimer est le capitaine de l'équipe de débat, et le modérateur attitré de plusieurs salons en langue ultra sombre. Ce rhétoricien de l'au-delà pourrait tout aussi bien être croque-mort. Si vous osez débattre avec lui, vous êtes déjà mort. Heureusement, Mortimer n'est pas violent. Mais si les mots pouvaient tuer, il serait sans conteste l'américain le plus hanté. Alice, elle parle pas, elle crie. Et pas n'importe comment, en hurlements non verbaux. Tu penses que ça rend les débats impossibles? C'est juste que tu n'as jamais essayé d'argumenter avec une sirène d'alarme. Cette oratrice ailée peut couvrir n'importe quelle discussion d'un vacarme triomphant. Demande-lui quel est son sujet favori, elle te répondra sûrement Shrek. Tu as Patrice, ce cerveau de pierre, aborde un regard si perçant qu'il transperce littéralement jusqu'à l'âme. Un atout redoutable en plein débat. Mais Patrice n'est pas qu'un esprit brillant, c'est aussi une force physique impressionnante. La connaissance est le pouvoir. Mais le pouvoir, c'est aussi le pouvoir. Si tu dois l'affronter face à face, mieux vaut évacuer son stress à l'avance. Patrice mettra KO même les goûts les plus spirituels. Leur capacité, il y a glide, glissement. Vous déplacez votre mythique ainsi qu'un allié ou un allié voisin dans n'importe quelle direction orthogonale. Glissement ne nécessite pas d'action de mouvement. Vous pouvez glisser sur une case encombrée. Vous ne pouvez pas glisser à travers une haie. Peut être utilisé simultanément avec perchoir. Perchoir, vous déplacez votre mythique ainsi qu'une haie adjacente dans n'importe quelle direction orthogonale. Perchoir ne nécessite pas d'action de mouvement. Vous ne pouvez pas bloquer complètement une section du labyrinthe. Vous ne pouvez pas placer une haie sur le bord extérieur du plateau ni sur une autre haie. Peut être utilisé simultanément avec glissement. La capacité légendaire est chute de pierre. Placez un jeton pierre sous votre mythique. Rien ne peut bouger ni traverser ce mythique jusqu'à votre prochain tour. Retirez le jeton pierre au début de votre prochain tour. Vous ne pouvez pas bloquer complètement une section du labyrinthe. Vous ne pouvez pas placer la pierre sur un jeton destination. Spécial après la nuit et train de voilée. Une fois par tour, vous pouvez déplacer le jardinier en utilisant votre capacité glissement. Toutes les règles de glissement s'appliquent intégralement. Ici nous avons les loups-garous. Amis exclus, Roller Rebellion, ces chiots préadolescents électrisants mettent le choc dans le collier électrique. Leur camaraderie canine est inébranlable. Et dans un endroit comme Mythic Manor, il vaut mieux avoir de bons chiens fidèles à tes côtés. Mais attention, surveillant les jardiniers, ces chiens savent s'asseoir, mais ils ne resteront pas tranquilles. Tu as Féfé, ce jeune loup au croc acéré et aussi aboyeur que mordant. Élu élève du mois en retenue depuis des années, Féfé a plus d'attitude que de notes. En réalité, ce loup-garou n'en est pas un. C'est un coyote-loup, mais tout aussi bruyant et incontrôlable. Comme la plupart de ses congénères, il est propre à la maison. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne détruira pas une salle de classe s'il s'y ennuie. Il y a Blister, loup peu bavard. Blister préfère laisser sa guitare parler pour lui. Impossible de le croiser sans un légendaire 2001 BC Whipslayer. On dit que lorsqu'un chien lèche, c'est par nervosité. Mais chez Blister, chaque clic est une attaque sonore. D'ailleurs, certains de ces solos sont joués à une fréquence que seuls les chiens peuvent entendre, et pourtant ça fait vibrer toute la cour. Tu as Fizmeralda, sans doute la surveillante des hurlements, la plus terrifiante que tu rencontreras. Si tu songes à ces chiens courts, pense à importer un os en guide pot de vin. Elle est presque aussi facile à soudoyer qu'à mettre en rage incontrôlable. Sur réflexion, mieux ne vaut pas sécher les cours du tout. Par capacité, il y a lancer ou déplacer un allié ou un ennemi adjacent de 2 cases vers la droite, la gauche ou directement opposée de votre mythique. Vous pouvez lancer sur une case encombrée. Si la figurine ne peut pas parcourir 2 cases, elle se déplacera de 1 case. Vous ne pouvez pas lancer par-dessus une haie, sauf si l'anneau de pleine lune est attaché au mythique utilisant lancer. Vous ne pouvez pas lancer par-dessus d'autres mythiques. Il y a projeté, vous déplacez une haie adjacente dans n'importe quelle direction orthogonale, aussi loin qu'elle peut aller. Vous ne pouvez pas bloquer complètement une section du labyrinthe, vous ne pouvez pas placer une haie sur le bord extérieur du plateau, ni sur une autre haie. Les haies se déplacent aussi loin que possible, sans enfreindre les règles de blocage. Vous ne pouvez pas projeter une haie par-dessus d'autres mythiques. Capacité légendaire, pleine lune. Vous attachez l'anneau de pleine lune à votre mythique. Tant que cet anneau est attaché, ce mythique peut lancer des figurines par-dessus les haies et par-dessus le jardinier. Si ce mythique est attrapé par le jardinier, l'anneau de pleine lune est retiré. Spécial après la nuit,
Déchiqueteur, shredder. Une fois par tour, vous pouvez retirer une haie ou un jeton bazar adjacent. Vous ne pouvez pas retirer un jeton bazar se trouvant sous votre mythique. La haie ou le bazar détruit est retiré du plateau de jeu. Ici nous avons les gnomes, paisibles et patients. Ces petits êtres enracinés avancent lentement mais sûrement. Faciles à vivre et proches de la nature, ils incarnent la philosophie du prends ton temps, pousse tranquille. Car après tout, personne ne le fait comme les gnomes. En harmonie avec la nature et avec eux-mêmes, ils laissent toujours un peu de champignons pour l'amour. Et bien qu'ils paraissent aussi vieux que le monde, ils sont encore jeunes pousses. La plupart des gnomes ne diplôment qu'à 4000 ans. Il y a Nuzzle, ce champignon trop cool, se promène nonchalamment dans les couloirs du mythique Middle, sans qu'on ne sache jamais où il va. Il oublie toujours où se trouve son champignon maison. Mais le professeur Portabella ne s'en plaint pas. Après tout, Nuzzle est un vrai fungi, tellement détendu qu'on oublie parfois sa présence, et c'est exactement comme ça qu'il aime. Il y a Nudge. C'est un gnome de jardin classique, et par conséquent, un amoureux invétéré des fleurs. Il a un fait pour les pensées, mais tout ce qui a des pétales le met en joie. Ne te fie pas à ses passe-temps délicats. Nudge est un petit rusé, agile et surprenamment vif. Puis il y a Nox, qui est plutôt silencieuse, mais une fois lancée, impossible de prévoir jusqu'où elle ira. Elle suit actuellement un cours en philosophie 1.0, et ça fait beaucoup réfléchir à la vie, à l'univers et à tout le reste. Quand elle traverse une crise existentielle, elle adore parler aux arbres. Ça m'aide à rester enraciné, dit-elle souvent. Capacité, il y a creuser. Vous dépensez un point de creusage pour déplacer votre mythique de 2 cases dans n'importe quelle direction orthogonale. Votre mythique ignore tout ce qui se trouve sur la première case traversée. Vous pouvez creuser pour réapparaître sur une case encombrée, sous une haie ou même sous le jardinier. Lors de la phase de nettoyage, Burrow revient dans son emplacement le plus à gauche, sauf si cette case est déjà occupée par un tome. Il a futé. Vous déplacez un allié ou un ennemi adjacent vers une autre case adjacente à votre mythique. Vous pouvez futer sur une case encombrée. Vous ne pouvez pas déplacer par-dessus une haie. Illusion. Vous déplacez une haie adjacente vers une autre case adjacente à votre mythique. Vous ne pouvez pas bloquer complètement une section du labyrinthe. Vous ne pouvez pas placer une haie sur le bord extérieur du plateau, ni sur une autre haie. Capacité légendaire potion. Ajoutez +1 à la valeur d'un dé d'action de votre choix. Ce dé voit donc sa valeur augmenter de 1 point. Spécial après la nuit déracinement. Une fois par tour, déplacez un jeton de destination situé sous un gnome jusqu'à une case orthogonale. Ce déplacement ignore les haies et les cases encombrées. Si vous déplacez la destination actuelle sur la case du jardinier, cette destination est immédiatement retirée du plateau. Vous ne pouvez pas déplacer une destination sur une autre destination. Et donc maintenant, on va passer aux factions de l'appendice A. Ici, nous avons les fantômes. Ces murmurants et spectres excentriques forment une bande aussi étrange qu'attachante. Entre leurs grosses lunettes, leur t-shirt ironique et leur goût douteux en matière de groupe indé, ces esprits hantent les couloirs de leur lycée avec un style bien à eux. Tu peux être sûr d'une chose, ces geeks fantomatiques adorer ton groupe préféré avant qu'il ne devienne cool. Il y a Sprite, il a passé la plupart de son adolescence à l'Aronté Souris, une école privée pour des spectres distingués. Quand sa famille a déménagé, elle a failli finir dans une école toute goule, mais elle a supplié ses parents de l'envoyer là où elle pourrait se fondre parmi les autres esprits scolaires. Ironiquement, cette âme solitaire passe aujourd'hui le plus clair de son temps à ghoster les autres, juste pour être seule avec ses pensées. Connie, fondatrice du club du cinéma du lycée, est une apparition ambitieuse rêvant de devenir une grande spectre réalisatrice. Passionnée de films des années 80, elle pense avoir une culture intégrante parce qu'elle connaît des acteurs comme Steve Guttenberg ou Ali Shetty. Mais attention, elle déteste les films en noir et blanc, car il l'ennuie à mourir. Elle n'a plus de vie à gaspiller. Lyrique, affublée de belles bretelles d'occasion et de lunettes rondes, Lyrique n'est pas du genre à se cacher dans l'ombre lors des séances de spiritisme. C'est l'après-vie de la fête. Avec son immense collection de tubes ratés et de morceaux obscurs, cette chanteuse ratée, auteur fantôme, ne manquera jamais d'être offensée par ton goût musical. Capacité possession. Vous pouvez déplacer un fantôme mythique sur la case d'un autre mythique, en dépensant une action de mouvement, puis déplacer ce mythique, partageant la même case, vers n'importe quelle case adjacente. Vous ne pouvez pas déplacer un mythique possédé à travers une étagère. Vous pouvez posséder sur une case encombrée. Chaque case parcourue, jusqu'à la cible, nécessite une action de mouvement. Animation. Pendant un déplacement, vous pouvez animer une étagère, la déplaçant vers vous, sur une nouvelle case ou sur votre fantôme. L'orientation de l'étagère doit rester la même. Vous pouvez parcourir plusieurs cases avant de placer l'étagère, mais chaque case parcourue coûte une action d'animation. Vous ne pouvez pas bloquer complètement une section de la bibliothèque. Vous ne pouvez pas placer une étagère sur le bord extérieur du plateau, ni sur une autre étagère. Capacité légendaire hantise. Déposez un jeton hantise sous un fantôme. Les mythiques ennemis ne peuvent pas traverser ni occuper cette case. Lorsqu'il est placé, repoussez tous les ennemis adjacents d'une case directement opposée. Vous ne pouvez pas bloquer complètement une section du plateau avec un jeton. Le gardien des tomes peut traverser ou occuper un jeton hantise. Vous pouvez récupérer un jeton hantise à tout moment pendant votre tour. L'effet de pousser ne fonctionne pas à travers les étagères, ni sur des cases déjà occupées. Spécial après le déjeuner, éthéré. À partir de la phase après le déjeuner, vos fantômes mythiques peuvent traverser les étagères comme s'ils n'existaient pas. Ici nous avons les trolls. Cette troupe théâtrale souterraine vient tout juste de terminer son adaptation de Shakespeare dans le noir. Un spectacle salué par la critique parentale. Ces monstres à grande gueule se retrouvent souvent à chanter à tue-tête dans la cafétéria ou à répéter bruyamment dans la salle du théâtre. Il y a Gravel, mais écoute, quelle voix monotone perce à travers ce casier. C'est Gravel, le comédien le plus soporifique de l'école. Quand il creuse, c'est du théâtre, et quand il joue du théâtre, c'est tout aussi creux. Son visage impassible et ses tirades interminables font de lui une véritable merveille du deuxième acte. Tu te demanderas juste pourquoi t'es resté jusqu'à la fin. Il y a Pebble, c'est un acteur complet et surtout un as de l'improvisation.
Ce troll peut se sortir ou s'enfoncer dans n'importe quelle situation avec un simple oui Mais son vrai talent, c'est Rust Glacieux, qui exploite des insécurités avec un sourire. C'est un troll de poing adolescent, et crois-moi, il sait exactement où frapper. Tu as Dusty. Dusty est un peu timide, Dusty n'est pas un troll des cavernes comme les autres. C'est un glick gargantuesque. Ses chants droniques résonnent à travers les couloirs de l'école, révélant des tubes pop dans une version fantomatique rocailleuse. Et s'il prend ton hit préféré d'il y a quelques années, prépare-toi à une version gravileuse qui restera dans ta tête et tes cauchemars. Capacité de traîner ou déplacer un allié ou un ennemi adjacent vers la case que votre troll vient de quitter. Vous pouvez traîner sur une case encombrée, chaque case déplacée pour un ennemi consomme une action traînée. Fracassé, vous détruisez une étagère adjacente du plateau. Les étagères détruites sont retirées de la zone de jeu. Capacité légendaire, lancer. Déplacer un allié ou un ennemi voisin aussi loin que vous le souhaitez en ligne droite depuis votre troll. Vous pouvez lancer un mythique par-dessus les étagères, le gardien des tomes et les autres mythiques. Vous ne pouvez pas lancer un mythique dans la case du gardien. Spécial après le déjeuner, mise en scène. À partir de la phase après le déjeuner, vous pouvez placer l'étagère des trolls n'importe où sur le plateau. Vous ne pouvez pas bloquer complètement une section de bibliothèque. Vous ne pouvez pas placer cette étagère sur le bord extérieur, ni sur une autre étagère. Les trolls peuvent se déplacer librement à travers leur propre étagère. Vous pouvez déplacer l'étagère des trolls une fois par tour. Et ici, les sorcières. Véritable cercle extrascolaire, ces mauvaises sorcières sont aussi belles que cruelles, puissantes que superficielles et fières de l'être. Quand tu les vois arriver, mieux vaut prendre la fuite. Leur langue acérée et leurs sorts sournois ont déjà terrassé les créatures les plus redoutables. Souvent grâce à un mélange de magie et de ragoûts douloureux. Il y a Hazel, c'est une diva diabolique qui voue un culte au gloss à lèvres, au boys band et au laboratoire de chimie. On ne le croirait pas, mais c'est une vraie passionnée de science. Pas qu'elle s'en cache, être intelligente c'est ok, genre bof, mais on ne devient pas la sorcière alpha en collectionnant les bonnes notes. Frizzle, c'est la sœur de Frazzle, oui celle des sorciers, est une magicienne tout aussi talentueuse, mais beaucoup plus populaire. Elle possède aussi un grimoire personnel, mais celui-ci est verrouillé par commande vocale, juste pour que sa sœur agaçante ne puisse pas y mettre le nez. Quand elle ne prépare pas de nouveaux sorts, elle adore les tester sur les trolls. Stella n'est pas seulement hors de ta ligue, elle est carrément sur notre plan astral. Si tu la vois flotter dans le couloir, évite de trop fixer du regard. Elle n'est jamais contre un petit maléfice à l'école, pour remettre les curieux à leur place. Capacité, c'est envoûtement. Déplacer un allié ou un ennemi voisin d'une case, dans le sens horaire ou anti-horaire autour de votre sorcière. Envoûtement ignore les pénalités de déplacement liées aux cases encombrées. Manifestation, manifeste, prenez une étagère adjacente à une sorcière et placez-la adjacente à une autre sorcière. Vous ne pouvez pas bloquer complètement une section, vous ne pouvez pas placer une étagère sur le bord extérieur ni sur une autre étagère. Capacité légendaire, réorganiser une étagère et un jeton bazar sur le plateau. Vous ne pouvez pas bloquer complètement une section de la bibliothèque, vous ne pouvez pas placer une étagère sur le bord extérieur du plateau. Vous devez terminer cette action de réorganisation avant d'entreprendre une autre action. Et la spéciale après le déjeuner, ensorcellement, à partir de la phase de après le déjeuner, déposez un jeton ensorcellement sous une sorcière une fois par tour. Les personnages situés sur cette case ne peuvent pas être déplacés par un adversaire. Les jetons ensorcellement restent en place jusqu'à ce que la joueuse sorcière décide de le replacer ailleurs, ce qu'elle peut faire une fois par tour. Le gardien des tomes peut toujours attraper quiconque se trouve sur une case marquée par un jeton ensorcellement. Donc voilà pour les règles, les présentations de toutes les factions, je pense. Je vais maintenant vous donner mon avis sur le jeu. Fermez les yeux. Imaginez un vieux manoir couvert de lierre, un lieu qui sent la poussière, la magie et les pages oubliées. Des lampes à huile tremblotent, des livres murmurent entre les rayonnages et un gardien spectral patrouille d'un pas régulier. Maintenant, remplacez les élèves studieux par des créatures mythologiques farceuses, des vampires arrogants, des zombies nonchalants, des sorciers distraits, des trolls artistes. Tous réunis dans les couloirs de Mythic Manor, une école où le surnaturel a remplacé la discipline. Leur but, s'amuser, intriguer, rivaliser, et surtout ne pas se faire prendre. Bienvenue dans Mythic Mischief, un jeu de stratégie qui transforme la malice en matière principale et la ruse en art d'orfèvre. Dès les premières minutes, on comprend que le jeu n'a rien d'un jeu anodin. Sous ses allures de comédie surnaturelle, c'est une véritable chorégraphie de stratégie d'anticipation. Chaque joueur incarne une faction d'élèves au pouvoir asymétrique, essayant d'attirer leur adversaire dans le chemin du Tomb Keeper. Un surveillant implacable qui capture tout élève qu'il croise. La mécanique paraît simple. On bouge, on manipule, on esquive. Mais sous cette apparente légèreté se cache une profonde tension tactique. Chaque action compte, chaque déplacement doit être pensé avec soin. Le plateau devient un labyrinthe mouvant, un échiquier vivant, où les couloirs se réarrangent sans cesse au gré des sorts, des trappes et des bibliothèques qui glissent. Une partie de Mythic Mischief, c'est une alternance de silence concentré et d'éclats de rire nerveux. On retient son souffle, on scrute les possibilités, puis soudain, on comprend qu'on a oublié une variable. Et là, le Tomb Keeper tourne au coin du couloir implacable. C'est tendu, malin, théâtral. On ne joue pas contre le hasard, mais contre soi-même et les autres. Et ça, c'est rare et précieux. Il y a des mécaniques qui sont parfaitement au service du thème. Ce qui frappe, c'est à quel point tout fait sens. Chaque faction a une personnalité ludique qui colle parfaitement à son identité. Les vampires séduisent et attirent. Les monstres bousculent et écrasent. Les zombies se propagent lentement mais sûrement. Les sorcières se téléportent, ouvrent des portails, manipulent les distances. Les fantômes traversent les murs et les trolls détruisent tout ce qui bloque leur route. Chaque pouvoir n'est pas qu'une mécanique, c'est une expression narrative. On n'a pas seulement l'impression de déplacer des pions,
on joue un rôle dans cette comédie surnaturelle où chaque mouvement raconte une histoire. Une des mécaniques centrales, faire évoluer le Tomb Keeper sur le plateau, est une idée brillante. Ce gardien ne joue pas, mais il est au cœur du système. Sa trajectoire, visible et prévisible, crée une tension constante. Il devient presque un personnage collectif, le métronome de la partie. C'est là que réside le génie du jeu. Mythic Mischief transforme la planification en émotion. Ce n'est pas qu'un puzzle, c'est une expérience dramatique, rythmée et immersive. Soyons clairs, Mythic Mischief n'est pas un jeu que l'on maîtrise en une seule partie. La première est souvent un peu chaotique. On tâtonne, on observe, on sous-estime la portée d'un pouvoir. Mais on finit par se faire avaler par le Tomb Keeper en riant jeune. Mais dès la deuxième partie, tout s'éclaire. Les interactions deviennent naturelles, les plans se précisent, et on découvre la profondeur stratégique qui se cache derrière la fantaisie. C'est un jeu qui peut être exigeant, mais très gratifiant, qui récompense la réflexion, la lecture du plateau, et la capacité à anticiper le tour des autres. Ce n'est pas un jeu de hasard, c'est un jeu de logique dynamique, où les meilleurs coups sont souvent les plus audacieux. Et plus on joue, plus on découvre la richesse cachée. La façon dont deux factions interagissent, comment le plateau évolue, comment la configuration du Tomb Keeper change le tempo d'une partie. Dans le volume 2, avec le Hedge Maze et son labyrinthe végétal, renouvelle l'expérience sans la trahir. Elle ajoute une nouvelle dimension stratégique et en gardant ce même équilibre entre réflexion, chaos et rire nerveux. Mythic Mischief n'est pas qu'un jeu de stratégie, c'est aussi un objet visuel et sensoriel superbe. Le design oscille entre le gothique et le cartoonesque, des couleurs feutrées, des ombres profondes, des créatures charmantes sans être mignonnes. C'est un jeu qui parvient à être à la fois drôle et mélancolique, comme un film de Tim Burton joué dans un passionnant anglais. Chaque faction a son ton, sa palette, sa personnalité visuelle. Les vampires sont avec la classe rétro, les zombies ont une patine de grâce attachante, les sorciers évoquent les clubs d'échecs et de portails dimensionnels, les monstres, eux, respirent la sueur et la camaraderie de vestiaire. L'ensemble du plateau, avec ses rayonnages modulables, est une réussite esthétique. On comprend tout de suite où l'on est, ce que l'on fait, et surtout, on veut y jouer. Même les cartes, les dés, les jetons ont ce petit côté artisanal enchanté. Rien n'est criard, tout est pensé pour créer une atmosphère. Sous son humour et son univers de lycée surnaturel, Mythic Mischief raconte quelque chose de plus subtil. Le plaisir de jouer à se faire peur, le goût du défi, et cette tension adolescente entre règles et transgressions. On y retrouve l'esprit des classiques de la pop culture, mais passé à la moulinette du jeu de stratégie. C'est un jeu où le thème et la mécanique fusionnent, où chaque action, attirer, repousser, bloquer, évoque aussi bien un sort jeté qu'une interaction sociale. Et c'est précisément ce mélange entre légèreté et calcul qui fait mouche. Mythic Mischief s'adresse à ceux qui aiment les jeux d'affrontement cérébraux, les puzzles tactiques à plusieurs, et les univers où l'humour masque la précision mécanique. Il n'est pas plus difficile à apprendre que certains jeux, mais plus difficile à maîtriser. Et c'est précisément ce qui le rend si rejouable. Pour un public occasionnel, le thème suffira à amuser. Pour les joueurs aguerris, la profondeur et l'équilibre entre chaque faction en feront un jeu de duel à long terme. Pourquoi y jouer ? Parce qu'il est unique. Parce qu'il a réussi ce que peu de jeux parviennent à faire. Créer la tension sans agressivité, de la compétition sans lourdeur et une stratégie sans froideur. Parce qu'il est drôle, nerveux, expressif. Parce qu'il raconte des histoires à travers les mécaniques, parce qu'on y vit des moments de pur génie suivis de catastrophes hilarantes. Et surtout, parce qu'il a cette qualité rare, il donne envie d'y rejouer immédiatement. Mythic Mischief est un bijou de conception. Un jeu où chaque règle a du sens, où chaque faction incarne une personnalité, et où chaque partie raconte une comédie surnaturelle unique. C'est un jeu à la fois malin, profond et plein de cœur, qui rappelle que la stratégie n'a pas besoin d'être austère pour être brillante. On y rit, on pèse, on y planifie, on s'y perd un peu, puis on s'y retrouve. Et à la fin on se dit, encore une, juste pour voir si je peux éviter le Tomb Keeper cette fois. Et bien sûr on se fait attraper, mais on rit, parce qu'on sait qu'on y retournera. Mythic Mischief c'est ça, une leçon de stratégie déguisée en farce magique, un duel d'esprit et de malice, une invitation à rejouer encore et encore, jusqu'à devenir enfin le meilleur élève du manoir. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est un jeu que je vous invite vraiment à découvrir. L'éditeur fait des jeux fantastiques, de mon point de vue. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également activer la petite cloche sur YouTube pour être tenu au courant de toutes les vidéos. En faisant tout ça, ça m'aide pour le référencement et ça me fait plaisir. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les vidéos et encore merci. Sur la page principale de YouTube, vous trouverez tous mes réseaux pour me suivre. Et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!